Bonjour à tous, nous sommes au golf de Saint-Donat pour l'ouverture de la saison 2 de la série Birdie. Je suis en compagnie de la Saint-Donat Golf Academy, à mes côtés Philippe Larvaron et Franck Bonnef. Bonjour messieurs. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Je suis heureux d'ailleurs que tu sois devenu un résident, un pro-résident de la série Birdie. Tu fais partie de l'équipe maintenant, on te garde avec nous toute l'année. Eh bien écoute, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup ces moments passés avec toi et j'espère que nos amis golfeurs profitent de ce grand moment ensemble. Et Franck, pour ta première, bien écoute, bienvenue. Merci beaucoup Michel. Voilà. Nous souhaitons également la bienvenue à tous les abonnés et à tous les membres de Golfstar. Golfstar étant notre nouveau partenaire. Également Cobra et Puma Golf, notre nouveau partenaire équipementier. Je n'oublie pas également Beauty Success. Beauty Success qui est le partenaire historique de la série Birdie. Beauty Success de Mougins et de Grasse. Au programme aujourd'hui, pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont jamais vu notre émission, eh bien nous faisons à chaque fois beaucoup de scènes en situation, tout le temps sur le parcours, et puis nous les jouons à plusieurs, ce qui vous permet à chaque fois d'avoir plusieurs possibilités, de découvrir comment est-ce qu'on peut s'y prendre de plusieurs manières sur chaque situation. Aujourd'hui, avec la Saint-Donat Golf Academy, nous avons décidé de mettre deux discours. Le discours quand vous enseignez à des débutants, à des gens qui démarrent le golf, sur une scène pédagogique qu'on va choisir ensemble, et également lorsqu'on s'adresse à des joueurs confirmés, ce qui est deux approches complètement différentes. Écoute, oui, évidemment, hein, on va pas dire la même chose à un débutant et à un très grand champion. Donc la même situation avec des repères différents et surtout un langage différent. Nous avons également donc des scènes individuelles. Franck, qu'est-ce que tu as choisi pour nous? J'ai choisi de vous réaliser une approche de 15 mètres, oui, avec une approche qui sera avec une balle très douce, réalisable par le plus grand nombre. Parfait, donc tu fais plaisir à tout le monde. C'est des repères qui sont communs à la fois à celui qui démarre le golf et à celui qui, enfin pour ses premiers parcours, du débutant au professionnel. Au professionnel, parfait. Philippe, l'action aujourd'hui avec toi. Écoute, je vais parler du drive, de donner quelques clés importantes pour bien driver régulièrement. Très bien, et puis nous ferons des scènes à 3 comme d'habitude. Maintenant, place au golf, c'est parti. Je suis au trou numéro 15 et j'ai besoin de faire une approche de 15 mètres. 10 mètres de vol et 5 mètres de roulement. Pour ce faire, je vais utiliser un club préférentiel qui est le 58 degrés. Ça va me permettre de lever la balle et qu'elle soit très douce quand elle va arriver. Ensuite, lorsque je vais me positionner, ma face de club va pointer directement sur l'objectif. Je m'installe en positionnant la balle au centre de mon stance, avec un stance un peu plus large que pour une approche normale. Ça va me permettre de pivoter tout autour avec l'ensemble de mon corps. Et pour finir, lorsque je suis positionné, je vais avoir l'idée d'amener mon shaft horizontalement, parallèlement au sol. Et ensuite, avec tout mon corps, de dérouler l'action pour l'amener vers le vertical. Action. Je vais vous en refaire une autre. Toujours avec la même organisation. Une face de club qui pointe vers la cible. Un stance un peu plus large. Et surtout, j'utilise tout mon corps pour dérouler le coup. Voilà, un coup simple, efficace et répétitif. Pour réussir cette approche facilement, 3 points sont à retenir. Premier point, j'utilise un club ouvert. Un sandwich. Deuxième point, j'écarte un petit peu plus les pieds de manière à bien centrer ma balle. Et ensuite, amener le club de manière à ce que le manche soit horizontal par rapport au sol, puis déplacez-le jusqu'à la verticale. Vous verrez, ça vous donnera un toucher d'une très grande douceur. Amis golfeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une spécialité, le drive. Avant de parler technique, on va parler du club. Au niveau du drive, il y a deux choses qui me paraissent très importantes. C'est de vérifier l'inclinaison de la face de club. La plupart des élèves que je croise en practice ont des clubs qui sont trop fermés. Idéalement,
Pour un joueur, on va dire débutant, troisième série, un 12 degrés est largement suffisant au niveau de l'inclinaison. Évitez les 8, 9, 10 degrés. Deuxième chose importante, évidemment, le shaft. Hein, donc, aujourd'hui, on a des moyens de vérifier la vitesse avec des appareils type Trackman. N'hésitez pas à aller voir un spécialiste, vérifier votre vitesse de club pour bien choisir votre shaft. Maintenant, on va discuter technique. Première chose importante, le tee. Quand vous drivez, il faut absolument que le tee soit élevé. La raison numéro 1, c'est que nous devons prendre la balle dans la remontée. Avec un tee bas, ça va être très compliqué de passer dessous pour pouvoir remonter. Donc, n'ayez pas peur de mettre le tee le plus haut possible. Deuxième chose importante, l'installation. Je viens positionner donc ma face de club vers la cible. Je positionne mes pieds de façon à ce que la balle vienne naturellement vers le talon interne gauche. Troisième point, je vais décaler légèrement mes épaules à droite de façon à relever la hanche gauche et à me situer un petit peu plus en arrière de la balle avec le haut du corps. Et maintenant, la routine. 3 étapes importantes, visualisation, mise en place, frappe. Les 3 points clés pour bien driver. Premier point, la hauteur du tee. N'ayez pas peur de mettre le tee le plus haut possible. Deuxième point, la balle vers le talon gauche interne. Troisième point, le décalage des épaules vers l'arrière avec la hanche gauche qui se relève légèrement. Nous voici sur le compact du golfe de Saint-Donat et nous avons choisi cet endroit calme d'entraînement pour faire une situation. 27 mètres pour rejoindre le drapeau. 20 mètres de survol, ou pas, à voir selon le pro. 7 mètres de green. 3 pros et 2 manières de faire par pro. De quoi satisfaire tous les golfeurs. Alors, on commence par une manière d'enseigner à quelqu'un qui démarre le golf. Philippe, Franck, prêt? Prêt. Et votre deuxième discours, c'est pour celui qui joue déjà bien au golf. Donc c'est pas les mêmes repères, c'est pas la même manière de s'exprimer. Ben Franck, à toi l'honneur. D'accord. Allez, ben c'est parti. On te regarde. Première manière, pour les débutants, un petit écartement de pied, un club positionné dans la longueur de mon avant-bras et des épaules qui fonctionnent en balancier. Pour les joueurs confirmés, je vais utiliser un club comme un sandwich, donc plus ouvert. Et ensuite, je conserve le petit écartement de pied et je vais utiliser un petit peu plus mes poignets de manière à positionner plus en douceur la balle sur le green. Magnifique. Bravo Franck. C'est à toi. Alors, moi, je vois ça différemment. La première option, j'ai décidé d'utiliser un fer numéro 8. Alors la raison, c'est qu'on va essayer de tomber avant le green, de faire rouler la balle le moins loin possible. Donc quand je m'installe, évidemment je positionne la tête de club vers la balle, je resserre l'écartement des pieds aussi au maximum, la balle est au centre des pieds. La seule chose qui va changer, c'est que je vais incliner légèrement les épaules à gauche et je vais me concentrer donc sur un mouvement de bras et d'épaule. Là tu pitches avant Philippe. La balle est tombée, on va dire, à peu près à mi-distance, donc à 10-12 mètres, et elle a roulé l'autre moitié. Pour un joueur confirmé, je vais utiliser un 60 degrés, donc qui est un club
nettement plus ouvert que le fer 8. Et l'idée, ça va être de tomber le plus près possible du drapeau en arrêtant donc le plus rapidement possible après le premier rebond. Quand je m'installe, cette fois-ci, je positionne la balle un peu plus vers le pied avant, donc vers le pied gauche. J'ouvre un peu plus la face de club, donc je l'incline vers le ciel. Et je positionne toujours mes épaules à gauche. Là, je vais armer un peu plus les poignets dans la montée. Et tourner le corps à la fin du geste. Super. Elle a eu du spin celle-là. Oui. Bravo. Je vais utiliser 2 fois le sandwich. Les sandwichs ont des ouvertures différentes. Pour le joueur qui démarre le golf, on peut utiliser effectivement le sandwich qui est dans votre sac. Si rien n'est marqué dessus, c'est que vous avez un 56 degrés. Si vous trouvez que la tête de club est un petit peu lourde, généralement ça peut arriver aux gens qui gèrent mal leur poignet. Dans ces cas-là, sécurisez tant que vous n'avez pas vu votre pro PGA et prenez un pitch ou un fer neuf, comme vous l'a montré Philippe. La manière la plus simple pour celui qui démarre le golf, le sandwich 56 degrés. Pour celui qui est confirmé, l'utilisation également du 56 mais aussi du 60 degrés. Plus d'ouverture, plus de difficulté à doser certes, mais une balle qui roulera moins et donc un putt qui sera plus court. On démarre avec le 56 degrés. Lorsque j'ai affaire à un joueur qui démarre le golf, le plus important c'est, comme l'a dit mes amis, instance étroit, resserré. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de bien pincer la balle. Attention, on rajoute des paramètres. Je prends mon pied gauche, je le mets en retrait. Une des positions naturelles du golf. Le pied en retrait permet de tourner vers la cible plus facilement. N'oubliez pas de descendre le pied et également de descendre les mains, au moins 2 doigts. Je me mets en position et je focalise. Ici, sur le côté droit, regardez mon angle du poignet droit. Il se déplace vers l'avant. Et je vais faire en sorte de garder cet angle jusqu'au bout du mouvement. Ma paume de main droite, c'est ma face de club. Je maintiens l'angle de ma paume, je maintiens ma face de club. Retrait du pied gauche, stance étroit, angle positionné. Je regarde ma cible, poids du corps à gauche léger et je ne bouge pas, je ne me déplace pas. L'angle est maintenu, merci messieurs. Pour un joueur avancé, ce qu'on va chercher à faire, c'est de limiter le plus possible le roulement. Comme j'ai pris un club un peu plus ouvert, je vais donc avoir un tout petit peu plus d'amplitude. Cette amplitude, je la prends par l'armement de mes poignets. L'avantage, c'est que un bon joueur, lorsqu'il arme ses poignets, il ne décasse pas au retour. C'est pour ça que il faut vraiment consulter votre pro PGA qui vous apprendra à bien gérer vos poignets si vous avez du mal au retour. Quand on dit qu'on doit on ne doit pas jouer avec ses poignets au golf, c'est faux. On doit jouer avec ses poignets, mais uniquement de ce côté. C'est dans l'autre sens que l'on ne veut plus que les poignets jouent. J'ai le 60 degrés, je me positionne. Je le positionne droit, je prends le temps de bien placer la face de club au sol. J'ouvre encore un tout petit peu plus et je prends mon grip après avoir ouvert. Je me mets en position et je calibre un mouvement d'essai un peu plus ample et calme. Je ne mets pas de poids du corps à gauche car j'ai un bon lie. Le lie, c'est l'endroit où repose la balle. Je mets en place, je démarre et je tourne. Vous pouvez observer qu'une fois encore, mon angle a été maintenu, je n'ai pas perdu mon angle. Voilà, donc 6 manières de faire pour une même situation.
Nous sommes dans le bunker, une sortie de 12 mètres. Je vais vous expliquer deux possibilités. Une pour les débutants, une pour les confirmés. Pour les débutants, je me place, j'enfonce mes pieds, je vise 3 ou 4 cm avant la balle et je vais essayer de m'engager avec tout mon corps, peu importe si la balle dépasse un peu le trou. Pour les confirmer, par contre, je vais vous demander de prendre un tout petit peu moins de sable et de vous arrêter beaucoup plus tôt après l'impact. Bien joué. Quand tu dis moins ou plus, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que c'est le point d'entrée qui est avant la balle ou est-ce que c'est la profondeur? Comment tu... C'est le point d'entrée qui est très important, c'est-à-dire que quand on débute, c'est relativement difficile d'être précis, donc on prend une marge de 3-4 cm. Et ensuite, quand on a un peu plus de finesse, de dextérité, alors là, on va viser 1 cm avant, de manière à donner un peu plus d'effet à la balle. Voilà. Parfait. Philippe? Allez, à moi. Alors, pour le débutant, effectivement, comme dit Franck, il y a un problème de prendre le sable. Hein. Le gros souci qu'on a avec les débutants, c'est que souvent, ils pénètrent dans le sable avec la face de club qui est fermée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et bien, vous voyez, la tête de club s'enfonce et on a la difficulté à faire la distance. Donc, ce qui est important, c'est quand même de conserver la tête de club un petit peu plus ouverte, de façon à ce que la partie qui est sous la semelle ici, l'arrondi du club ou le rebond, puisse glisser dans le sable. J'ouvre légèrement le club et ensuite, j'enfonce mes pieds. Je mets le poids légèrement sur ma jambe gauche et l'objectif c'est de rentrer à peu près 3-4 cm avant la balle dans le sable. C'est ce qu'on appelle la fameuse sortie en explosion. Exactement, c'est la sortie en explosion. Pour le joueur confirmé, moi j'aime bien travailler avec l'ouverture du club, donc on va pouvoir augmenter cette ouverture pour essayer de faire un mouvement plus ample et donc bloquer la balle plus vite. Donc je veux augmenter l'ouverture du club. Toujours les pieds bien enfoncés dans le sable. L'ouverture, ça veut dire que tu fais ça, Philippe? Alors effectivement, je décale le club, je l'oriente un petit peu à droite de l'objectif. Je vais orienter mon corps plus vers la gauche. Je vais donner un effet slicé à la balle, ce qui va permettre de vraiment la bloquer encore plus vite. Le poids sur la jambe gauche. Et là, on voit que la balle s'arrête beaucoup plus vite. La sortie de bunker pour la personne qui vient de démarrer le golf. C'est toujours beaucoup d'appréhension le bunker, alors que finalement le bunker, eh bien, un professionnel y est toujours mieux que dans des situations par exemple de rough autour des greens. Dans le bunker, on va pouvoir contrôler l'arrêt de la balle une fois au green. Plus vous allez vous entraîner dans le bunker, moins vous irez dans le bunker parce que finalement vous vous direz que peu importe si votre balle termine dans le bunker à l'attaque d'un green, vous savez en sortir. Donc souvent cette appréhension vient simplement d'un manque de pratique. Pour le joueur débutant, celui qui démarre, je conseille de faire une sortie simple et toujours la même, de manière à ne pas avoir le souci du dosage. Vous vous calibrez à l'entraînement une sortie standard, une sortie, on va dire, de référence, qui est entre 12 et 15 mètres. Vous pouvez la faire avec un sandwich qui est à l'ouverture de 56 ou avec un 60 degrés, peu importe. Pour faire simple, je prends l'arête de ma face de club, je la mets droite et je considère que le haut de ma face de club, eh bien, c'est midi. Et donc je vais ouvrir ma face de club à 1 heure. Voilà, donc sur un cadran de montre, je la mets à 1 heure. Je fais pareil pour mes épaules. Je mets mes épaules vers le drapeau, midi, et je mets mes épaules à 11 heures. Donc j'ai une combinaison d'épaules à 11 heures et également une combinaison ici de face de club ouverte à 1 heure. Je me mets en position, instance plutôt écartée, assez stable. Une fois que je suis en position, j'adresse ma face de club ouverte ici, derrière la balle, à peu près 4 cm derrière. Et je finis par prendre mon grip sans ramener, attention, sans ramener la face de club ici, droite. Parce que si vous la ramenez droite, vous ne pourrez pas utiliser bien ce club. Donc je le laisse ici ouvert. Et ne vous inquiétez pas, vous n'irez pas à droite. Une fois que je suis en position, je regarde mon green, je regarde mon drapeau, pas trop d'exigence. Et je respecte un bon point d'entrée ici et je fais un swing souple, bien rythmé, bien ancré, bien rythmé. Pour les bons joueurs, eh bien, on pourrait dire que l'organisation est la même, mais on va s'orienter dans cette sortie qui est vraiment courte sur un finish bas, c'est-à-dire à l'issue de mon coup, je fais un finish bas. Je ne vais pas chercher à faire un full swing. Et ce finish bas va certainement provoquer une décélération, en tout cas je n'aurai pas de vitesse excessive durant ma traversée. J'aurai une traversée mais pas excessive.
et donc moins de propulsion de balle vers le green. Donc je peux arrêter ma balle beaucoup plus vite. Même position, et je prévois la finition basse. Voilà, cette sortie basse me permet de faire une balle basse et une balle courte. Voilà, nous sommes arrivés dans une situation un peu délicate. Franck? Oui, ça c'est évident. On croit qu'on est tout près du drapeau et en fait on est à 35 mètres. On l'est pas encore, et puis en plus comme on est sorti du fairway sur ce par 4, on arrive dans des lails qui sont pas terribles. Donc là c'est un peu la loterie, est-ce qu'on est bien laillé ou pas laillé? Alors quand on vous parle du lie, ça s'écrit L-I-E, c'est l'endroit où repose la balle. La balle peut être en surélévation au-dessus de l'herbe, donc là pas de problème. Et des fois elle peut être dans des petites dépressions, donc difficulté. On va considérer qu'on arrive dans un lie moyen. Franck, comment on fait? Là, il y a deux manières. Est-ce qu'on tente le diable ou est-ce qu'on sécurise? La première des choses, en ce qui me concerne, ouais, je vais faire un état de ce que je suis au moment présent. Il y a des moments où je vais tenter d'y aller, ouais, et d'autres moments où je ne le sens pas. Si je ne le sens pas, je ne tente pas, ça c'est sûr. D'accord, ok. Mais le lie est la première information que je vais prendre. Ça me donne l'info sur ce que je ne peux pas faire. Donc deux infos primordiales. La première, eh bien, vous regardez comment est positionnée votre balle. Et la deuxième information, eh bien, c'est est-ce que je suis en forme aujourd'hui ou est-ce que je me sens un peu moins performant que d'habitude? Tout à fait. Mais sauf que là, Franck, n'oublions pas qu'on est aussi en début de parcours. Donc en début de parcours, on ne sait pas encore si on est vraiment au top. On est sur le trou numéro 2 de Saint-Donat. Franck, comment tu fais pour aller à cette situation? Comment tu la joues? Allez, montre-nous, deux manières. Deux manières. Donc la première façon, je vais sécuriser. Donc je vais viser quelques mètres à droite, sachant que je vais parcourir un peu moins de chemin au-dessus du bunker. Le bunker, c'est la première étape. Mais il y a la deuxième que vous ne voyez pas, c'est le rough. Je dois parcourir le moins de chemin possible au-dessus du rough. Donc je vais prendre 4-5 mètres jusqu'à la butte. Et ensuite, je vais prendre un club comme un pitching wedge et la jouer en approche roulée, tout simplement. En approche roulée d'ici? Oui, tout à fait. Donc là, tu joues à droite? Je joue à droite, j'aligne ma face de club à droite. Donc tu acceptes l'approche de putt? Tout à fait. C'est le début du parcours. Est-ce que je me mets du stress ou non? C'est moi qui choisis. D'accord. Donc elle est assez bien gérée, hein. Tu as pris de la marge de sécurité. Donc au niveau stratégie, tu vas pas direct au drapeau, mais on peut pas dire non plus que tu as visé quand même le milieu du green. Tu as quand même pris un juste milieu. J'ai pris 3-4 mètres, okay. Mais même si elle est moyennement réalisée, je vais assurer mes deux putts et peut-être un putt. D'accord. Voilà. Alors la manière plus offensive, plus agressive. La manière plus agressive, là, c'est que si tu es bien laillé. Parce que même un bon joueur, s'il n'est pas bien laillé, il va peut-être sécuriser lui aussi. Tout à fait. Donc c'est vraiment une fois de plus en fonction du lie. Là on a un lie qui est moyen, je vais quand même le tenter, mais je sais que quand ma balle va arriver sur le green, elle va avoir tendance à rouler. Donc si j'arrive à pitcher tout près du drapeau, j'ai beaucoup d'émotions parce que j'ai fait un bon coup, et je me retrouve dans le rough, et j'ai une approche qui est encore plus dure après. D'accord. Donc je vais prendre des risques. Je vise toujours un petit peu à droite quand même, mais cette fois-ci à 1 mètre. Un peu court, mais tu as quand même montré la deuxième option, donc une option avec un peu plus d'armement de poignet. Tout à fait. Et plus rotatif. Tu aimes bien, j'ai vu ces mouvements amples et calmes. C'est dans tes préférences de jeu? Oui, oui, je suis quelqu'un qui est soi-disant calme, mais intérieurement, je suis un volcan. Donc j'utilise mon corps pour éviter d'utiliser les petits muscles et avoir des mauvaises surprises. Voilà. Donc, en cas, c'est une bonne information que tu nous donnes. C'est-à-dire en cas donc de nervosité, on va dire, nervosité, de charge mentale qui augmente, eh bien, Franck conseille donc d'utiliser beaucoup plus les mouvements de corps, de rotation, d'accompagnement et moins de blocage, moins de petits muscles. On sait que les petits muscles désorientent la tête de club rapidement, donc c'est pour ça, donc c'est un très bon conseil, Franck. Donc, eh bien, tu sais, sur ce conseil, je te rejoins. Je vais simplement un peu dégrader mon lie, c'est-à-dire que là, j'ai mis ma balle dans un emplacement qui n'est pas exceptionnel. Et puis, même option que toi,
je vais prendre la partie la plus large du green. Donc on voit bien que tout dépend vraiment de l'endroit où se situe la balle. Et souvent quand vous démarrez le golf, eh bien, vous ne prenez pas suffisamment en compte ce que c'est que le lie. Donc regardez bien, apprenez à regarder, à muscler vos yeux. Je prends le pitch, je descends mes mains. Et comme je descends mes mains et que mon lie n'est pas bon, je pousse la balle vers le pied droit. Je ne la mets pas en face du pied droit, mais je la mets vraiment en centre droit. Après, je fais mes mouvements d'essai où j'essaie de bien sentir le contact au sol. Voilà. Et puis, je sais que ça va me donner du roulement, puisque quand ma balle est mal placée, eh bien, elle va beaucoup rouler. Donc, je prends encore plus large que Franck. Je prends encore plus à droite. Je me mets en position et c'est parti. Voilà. Et là, je suis plein milieu du green. Il me reste un putt de 10 mètres, certes, mais je fais au moins approche de putt. Je ne vais pas prendre un bouillon. Évidemment, l'option au-dessus du bunker est impossible avec mon pitching wedge. C'est pas possible. Là-bas, la surface de réception est très courte, très faible. Donc, je vais prendre un sand wedge si je veux passer au-dessus du bunker. Et je vais prendre un sand wedge 56 degrés. J'aurais aussi pu prendre un 60 degrés. Ça part d'une réserve, une fois encore, que mon lie est bon. Mais je ne vais pas me mettre dans un bon lie. Je reste sur un lie un peu dégradé. Je me mets en position et donc le lie est dégradé. Je mets la balle vers le pied droit. Un peu plus d'armement de poignet. Pas trop de face de club ouverte. Et ce que je vais faire, c'est qu'à l'issue du coup, je vais stopper ici. Je vais stopper poignet bloqué. Je ne vais pas me bloquer ici. Je vais quand même traverser, mais je ne vais pas trop accompagner, de manière à ne pas donner trop de propulsion à ma balle. Je me mets en position. La balle est pied droit. Le stance est très étroit. Les mains sont descendues, la face est square. Sortie courte, finish court. La balle est partie au drapeau tranquillement se positionner à 1,5 m à droite du trou. J'ai pu me mettre à 1,5 m à droite du trou parce que j'ai maîtrisé cet accompagnement court. J'ai quand même traversé, je n'ai pas bloqué, mais j'ai arrêté très vite après l'impact. Franck, t'en penses quoi? C'était pas mal, non? C'est très bien. Bon, merci. Très bien. Franck, on vient de faire une situation délicate ensemble et tu m'as donné une information importante pendant qu'on a fait notre scène, c'est que tu avais besoin d'une vision de côté pour réussir le coup. Ça te donnait une meilleure perception, une clarté et donc forcément un meilleur coup à réaliser derrière. C'est ce que tu as fait. Tu peux nous l'expliquer? Alors c'est très simple. Si je reste simplement derrière la balle, je n'ai que le métrage. Et moi, si je veux visualiser complètement le coup, j'ai besoin de me mettre de profil, me reculer. Comme ça, je peux voir ma zone de vol, ma zone d'atterrissage et ma zone de roulement. C'est une sorte de visualisation de côté? Tout à fait. Tu peux nous montrer? Tout à fait. Tu peux nous montrer? Bien sûr. Allons-y. Donc là, nous venons de faire la scène. Le survol du bunker avec deux possibilités tactiques. Et donc, tu as choisi en fait, par rapport à cette scène, qui a été réalisé donc là, de faire une vision, en gros, alors montre-nous. Alors, étant parti de ce point-là, oui. En plus, on est légèrement en contrebas, oui. Ça va inhiber pas mal de mes perceptions. D'accord. Donc moi, j'ai besoin de me déplacer sur le côté. D'accord, donc tu pars là, montre-nous comment tu fais. Tout à fait. J'ai pas besoin d'aller au milieu. Oui. Je me mets environ à 1/3 et surtout, je me recule pour avoir la vision globale. D'accord. Ensuite, à partir de là, mes yeux scrutent le panorama et j'imagine où je vais faire tomber la balle. D'accord, donc tu as imaginé un survol ici. Tout à fait. Une retombée. Alors, oui. Et ensuite, je vais pouvoir imaginer aussi le roulement de ma balle. Parce que si je reste en bas, je ne vais voir que le bunker. Je ne vais pas voir la distance entre la fin du bunker et la fin du green. Et la plupart du temps, quand vous jouez des coups, ce qui se passe, c'est que vous survolez le bunker et vous restez dans le rough. D'accord. Alors que moi, je vais prendre beaucoup plus de précautions et savoir que j'ai une marge plus importante que prévu. Donc on peut dire que ça a eu une influence sur l'intensité de ton coup, le fait de venir ici. Tout à fait, tout à fait. Non seulement l'intensité, mais si je devais évaluer mon niveau de stress, ça l'a fait baisser de manière importante. D'accord. Voilà. J'ai une dernière chose à te demander, parce que ce que tu nous as dit, c'est une information vraiment déterminante. C'est que quand on demande ça à nos amateurs, ils nous disent qu'ils n'ont pas le temps parce qu'il y a du monde derrière, donc ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Eh bien que c'est faux, c'est simplement une question d'organisation. Pendant que les autres sont en train de s'organiser pour jouer leur balle, je n'attends pas que ce soit à mon tour, je me déplace et je vais prendre les informations. Parce qu'en fait c'est le plus important. Je prends les informations, je les traite et ensuite je peux jouer. La plupart du temps les amateurs attendent que ce soit leur tour pour pouvoir rentrer dans l'action et c'est trop tard.
Merci pour cette belle journée de tournage à Saint-Donat. On a pris beaucoup de plaisir. C'était très sympa. C'était super. Et puis tu as amené une manière à toi bien spécifique de réaliser les scènes, tout en douceur, avec beaucoup de visualisation. C'est quelque chose que tu apprends beaucoup à tes élèves? Tout à fait. J'utilise la visualisation parce que avant de réaliser le coup, il faut déjà imaginer ce qui va se passer. Et ça, malheureusement, on imagine que la technique est la clé du succès. C'est une des clés du succès, mais c'est déjà paramétrer le coup, savoir quelles sont les situations de départ et qu'est-ce que je peux faire en fonction de mon niveau. Et puis surtout anticiper et imaginer ce que la balle va faire avant de passer à l'exécution finale. Tout à fait, tout à fait. C'était très intéressant. Et puis il y a une donnée aussi importante que tu nous as expliqué aujourd'hui, c'est finalement beaucoup de mouvements de corps. Beaucoup de mouvements de corps pour éviter les petites erreurs avec nos muscles rapides, les mains en gros, les doigts. Tout à fait. Les mains, ça peut être un gros atout au golf. Mais sous pression, je peux vous assurer une chose, c'est que le corps est beaucoup plus efficace dans sa globalité. C'est-à-dire notamment dans les lailles un peu mouillées, dans les terrains un peu humides, comme c'est la période hivernale, eh bien tu préconises donc, et bon moi aussi, mais surtout beaucoup de mouvements de corps, pas trop excessif au niveau de la vitesse d'exécution, et souvent pourquoi pas rajouter aussi une canne ou deux, mais j'ai bien apprécié ce que tu as rappelé aujourd'hui, ça nous a fait du bien, parce que bon, sur la Côte d'Azur on a tendance à avoir du soleil un peu plus que sur les autres régions, c'est vrai, mais on pense à nos autres départements, plus on monte dans la France, dans le Grand Nord, au-dessus donc de Valence, et plus il faut faire attention à son jeu, c'est-à-dire finalement prendre un jeu d'hiver. Et puis quand il fait beau, les beaux jours arrivent et que les terrains redeviennent beaux, un jeu d'été. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, je pense qu'on peut combiner les deux. C'est-à-dire tout d'un coup, une fois qu'on a bien compris comment fonctionne le corps, rajouter un tout petit peu plus de dextérité pour créer un peu plus de toucher de balle, de backspin et être créatif surtout. Alors les mains, jouer avec les mains, heureusement qu'elles sont là les mains. On n'est pas là à dire qu'il ne faut pas jouer avec les mains, il faut simplement les laisser jouer normalement. De temps en temps, en tout cas les domestiquer, mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'excès de dire qu'il ne faut pas jouer avec les mains. Heureusement que nos mains jouent, il faut simplement qu'elles jouent juste ce qu'il faut. Tout à fait. Hein, on est d'accord là-dessus. Et puis aussi, des fois on est bien content de les avoir les mains parce qu'elles nous rattrapent de plein de petites erreurs de swing parce qu'on n'est pas des machines. Et de temps en temps, ben, nos swings, nos backswings ne sont pas parfaits et heureusement que le retour est rattrapé par les mains. Donc c'est simplement un bon rappel. Les mains en hiver ou sous pression, en gros, on les atténue légèrement par des mouvements de corps. Tout à fait. Mais bon, bah heureusement qu'on les a aussi parce qu'on s'en sert dans bien des moments de nos mains. Alors Franck, tu peux nous parler aussi maintenant un peu de toi parce que tu es un pro qui bosse dans son coin très professionnellement, je le sais. Tes élèves t'apprécient énormément, mais on ne va pas dire que on te voit beaucoup dans les médias et j'aimerais aujourd'hui en tout cas corriger un peu le tir parce que tu as toujours eu beaucoup d'élégance à mon égard et je tiens à te montrer aussi un geste retour, à te présenter au plus grand nombre de golfeurs. Et si vous venez sur la Côte d'Azur, bon, venez me voir moi d'abord et après vous irez voir Franck. Non, allez voir Franck à la Saint-Donat Golf Academy. C'est vraiment une équipe de pros qui bosse vraiment à merveille. Et puis prenez un cours avec Franck Bonnef parce qu'il va vous apprendre beaucoup de choses. Donc Franck, tu es pro maintenant ici, mais parle-nous un peu de ton parcours. Comment tu es arrivé à devenir pro au golf de Saint-Donat? Alors ce qui s'est passé au golf de Saint-Donat, c'est plus compliqué, c'est que je faisais des études de sciences économiques et je ne savais pas quoi faire dans la vie. Et un été, grâce à Frédéric Anger, j'ai eu la grande chance de fréquenter, de côtoyer M. Roger Golias, qui a développé les stages en France il y a très longtemps. Et ça m'a donné le virus de l'enseignement. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de m'inscrire à l'école fédérale et je suis passé pro. Voilà. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain, c'est-à-dire ça s'est passé en 15 jours. J'ai fait monter le dossier et je me suis inscrit et j'ai changé. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'enseignement du golf? C'est le partage? Puis c'est faire progresser les gens, ou c'est garder un contact avec le jeu, quelles sont tes plus grandes satisfactions au quotidien? J'en ai plusieurs, mais la priorité c'est le partage chez moi. C'est-à-dire personne ne détient la vérité. Aussi bon qu'on soit, on ne détient qu'une toute petite partie de la vérité.
Donc ce n'est pas important d'aller me voir ou d'aller voir Michel. De toute façon, on va vous apporter quelque chose. De différent. Ça, c'est très très important. Et puis depuis quelques temps, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Je ne voyais que ce qui n'allait pas parce que je suis perfectionniste. Et maintenant, je fonctionne différemment. Je me dis toujours, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? Et c'est totalement différent au niveau de l'enseignement. D'accord. Et j'aide la personne à trouver en elle les ressources suffisantes et nécessaires pour pouvoir trouver des solutions. Bien souvent aussi, on est là pour corriger des erreurs qui vous empêchent d'être heureux sur un parcours de golf, pour faire simple. Mais il faut aussi savoir faire quelques cours de golf où on va conforter des points forts. On n'est pas là non plus qu'à aller voir la petite bête. Tourner autour des points forts, se reposer sur ces points forts, c'est peut-être ce qui est le plus important, en tout cas si vous faites des compétitions de golf, loisirs ou à haut niveau, eh bien concentrez-vous sur vos points forts. Ok, il y a toujours des points à remonter, des points à améliorer, mais si on se concentre sur les points forts, on fait du bon boulot, on ne s'écarte pas. Ça enlève aussi beaucoup de préoccupations, de savoir qu'on a un point fort ou des secteurs de jeu qui sont forts, et ce qui nous permet de justement rester sur ces points de jeu bien précis. Par exemple, si on est plus fort avec son pitch in wedge, qu'avec son sand wedge, ça peut arriver chez certains grands professionnels, et bien sur le parcours, stratégiquement, on va plus viser les zones de 100 mètres plutôt que de viser des zones de 50 ou 60 mètres à l'approche des greens. Bien entendu que les grands professionnels savent tout faire, bien sûr, mais quand on est dans la voie, dans le chemin montant pour être au très haut niveau, et quand on est aussi tout en bas de l'échelle, eh bien plutôt commencer à s'intéresser au parcours et ne pas avoir toujours cette préoccupation technique, cette préoccupation du swing. Pour finir, Franck, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu vas nous réserver, par exemple, cette année en 2017? Qu'est-ce que tu as comme objectif pour continuer ta belle carrière? Alors moi, l'objectif, de toute façon, il est permanent. Que ce soit 2016, 2017, je me forme. Donc au moins une ou 2 heures par jour, je m'instruis. Je regarde ce que font les autres. C'est forcément bien. Et après, j'essaye de prendre ce qui me plaît et de manière à l'intégrer à mon enseignement. D'accord. Et puis le but, cette année, j'encadre, comme Philippe, une équipe en division, c'est l'amener au plus haut sommet. Et toujours une grande attention à notre école de golf qui forme des jeunes depuis bien longtemps. Et on est très content que la plupart d'entre eux réussissent à arriver là où ils veulent. D'accord. Voilà. Donc arriver à faire progresser les gens, bien ça donne une grande satisfaction et on se sent évidemment très utile. C'est un peu une des principales motivations de notre métier et puis de la vie en général. Pour finir, quel est ton champion préféré sur le tour? C'est Dustin Johnson. Dustin Johnson. Alors pour quelle raison? J'ai eu la chance de le voir au British Open et ça m'avait vraiment impressionné de voir avec quelle facilité il envoyait la balle, avec une désinvolture. Alors que quand on le voit à la caméra, on se dit le gars donne 100%. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais il y a un deuxième joueur qui, lui, toujours au British Open, m'a vraiment choqué. Et je dis bien choqué. C'est que tout d'un coup, j'ai entendu une compression de balle que je n'avais jamais entendue. Donc j'ai dû rechercher parmi les joueurs qui c'était Jason Day. Jason Day. Incroyable, incroyable. Ça, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Bon, ben c'est fantastique. Et bien ici aussi, on a des sons sur la Côte d'Azur qui sont agréables à entendre. Alors, j'ai une pensée pour Romain Langasque, puisque nous sommes à Saint-Donat. Quand il a tourné avec nous le birdie précédent, eh bien, rien que le bruit de ses frappes, c'était assez spectaculaire. Et puis aussi, j'ai une pensée pour mon ami Victor Dubuisson, qui est un joueur juste fantastique et que, en tout cas, moi j'adore. Il est vraiment super. Et je ne sais pas si tu as déjà fait une partie avec Victor. Non, mais je l'ai vu jouer déjà. C'est vraiment impressionnant parce que ce soit Romain ou Victor, eh bien, ce sont des joueurs qui ont une facilité à faire des choses qui sont difficiles pour les autres. Et c'est ce qu'on appelle le talent, la classe. Alors, une classe qui est au-dessus. En tout cas, on est très très fiers de ces 2 joueurs azuréens. Et puis également, on a une pensée pour tous les pros qui eh bien, sont dans l'attente de la réussite et qui font beaucoup d'efforts. Et c'est pas facile cette attente pour devenir pro de golf. C'est-à-dire que c'est une construction lente, aussi bien au niveau du physique que du mental, que de la technique. Et souvent, c'est une combinaison des 3 éléments. Voilà. Bon, après, il y a aussi le niveau. Certains joueurs y arrivent un peu plus vite. Mais c'est vrai que beaucoup de carrières aussi sont réussies un peu plus lentement. Chacun a son rythme. Mais même nous, pour avoir fait les écoles d'enseignants de golf, premier degré, deuxième degré, eh bien, c'est souvent beaucoup de sacrifices, beaucoup d'attentes. Et puis on nous demande aussi, nous, un niveau de jeu correct.
Tout à fait. Alors un niveau de jeu qui est certes pas le même que nos stars françaises, hein, nos stars mondiales bien sûr, nous ne sommes pas au même niveau, mais nous faisons de temps en temps les mêmes coups. Puis on peut peut-être des fois les battre sur 9 trous, mais sur 18 on a beaucoup de mal, c'est vrai. Mais nous aussi on a eu nos impératifs de scoring. Tout à fait. Hein, les cartes BE2, nous il fallait pas qu'on joue plus de 5 chaque jour, sur 4 jours. Donc de temps en temps on peut arriver à faire quelques beaux coups comme les stars. En tout cas, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on peut vous les apprendre ces coups parce qu'on sait les faire. Les professeurs de golf doivent rester des bons démonstrateurs. Voilà, Franck Bonnef, merci infiniment. Je te remercie beaucoup, Michel. C'était sympa, bonne trajectoire à toi, bonne carrière à toi. Nous, on retournera certainement un birdie ensemble. Aujourd'hui, tu as été, pour moi, très bon. C'est gentil. Félicitations. C'est gentil. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Alors, bonus technique pour la série birdie concernant le drive. Les amateurs aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à s'installer par rapport à l'alignement des épaules. Un petit travail à faire. La plupart des professionnels, quand ils s'entraînent, utilisent des baguettes. Donc une baguette sur le sol en direction de l'objectif. Et je vais venir m'installer. Tête de club, pied, grip. Et au dernier moment, je vais positionner une baguette ici et on va vérifier si elle s'oriente vers la cible. Évidemment, la plupart des amateurs ont tendance à avoir la balle trop vers l'extérieur du pied gauche et ça va entraîner une orientation d'épaule à gauche de la cible, d'où les slices qu'on peut retrouver régulièrement chez les amateurs. Philippe, ça veut dire en fait que la position de la balle influence le positionnement des épaules? Effectivement, si vous mettez la balle à l'extérieur du pied gauche, vous aurez tendance à utiliser le haut du corps pour vous installer un peu plus, donc vers la gauche comme ceci, et regardez les épaules où elles s'orientent excessivement à gauche. Hein. Exactement. Et inverse, si je mettais complètement à droite, bon, ça arrive plus rarement déjà. J'ai tendance à avoir mes épaules plus à droite. Ouais. Donc qu'est-ce que tu recommandes? Vraiment intérieur talon? Avoir la balle vraiment à l'intérieur du talon gauche. Hein. Alors, ça c'est le premier point. Ouais, quand on est intérieur talon gauche, l'autre repère qu'on peut avoir avec le haut du corps, la fermeture éclair. Alors la fermeture éclair est naturellement légèrement à droite de la balle. Ça veut dire que donc la balle sera positionnée ici, comme on oui. fait, presque face au logo. Vers le logo Saint-Donat.